Quoi de neuf en histoire se met à l'heure des Jeux Olympiques de Paris 2024 et vous propose une série spéciale consacrée au sport. Nous avons invité les contributeurs de l'ouvrage collectif Une histoire globale des sports olympiques, paru aux éditions Atlante, afin de retracer la trajectoire olympique des disciplines sportives au programme. Bon visionnage, bonne écoute et bon jeu. Bonjour à toutes et toutes. Je vais vous parler de la place du tennis dans le tournoi olympique depuis les origines, depuis les premiers Jeux olympiques à Athènes en 1896 jusqu'à nos jours. Le tennis occupe une place tout à fait originale dans le programme olympique, puisqu'il est le premier sport à sortir des Jeux à l'issue des Jeux de Paris en 1924, et il est aussi le premier sport ouvertement professionnel à réintégrer les Jeux olympiques lors des Jeux de Séoul en 1988. Et plus encore, on pourrait considérer que le tennis joue le rôle de cheval de Troie en faveur du professionnalisme au sein des Jeux olympiques, qui, il faut le rappeler, sont officiellement des compétitions entre athlètes amateurs jusqu'au seuil des 1980. C'est donc le tennis qui est le cheval de Troie du professionnalisme dans le programme olympique et qui va entraîner derrière lui toute une série de sports qui ont été professionnalisés, même si le football, lui, y tient une place particulière, nous allons le voir. La difficulté pour le CIO, c'est qu'il se heurte à une configuration sportive internationale extrêmement singulière dans le cas du tennis. Il a d'abord face à lui un calendrier sportif fait de tournois qui sont largement ouverts aux professionnels et à des tournois qui pour certains bénéficient d'un prestige beaucoup plus grand d'ailleurs que les Jeux olympiques, en l'occurrence le prestige du tournoi de Wimbledon, qui se considère comme la Mecque du tennis, le lieu où finalement les règles du tennis sont fixées et où on donne le la à la compétition internationale. L'autre difficulté du CIO, c'est qu'il va se trouver confronté à l'apparition en 1913 de la Fédération internationale de lawn tennis, qui n'accorde finalement que très peu d'intérêt au tournoi olympique, et c'est bien d'une rivalité entre cette Fédération internationale de lawn tennis et le CIO que va naître cette histoire de départ et de retour du tennis aux Jeux olympiques. La difficulté donc pour le CIO, c'est de gérer les meilleurs joueurs de tennis hommes et femmes depuis la fin du XIXe siècle, qui sont largement des professionnels. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que la Fédération internationale de lawn tennis a décidé de rompre avec le CIO à l'issue des Jeux de 1924. Alors que s'est-il passé jusque-là? Eh bien, on a affaire à des éditions où des joueurs et des joueuses de second rang le plus souvent interviennent dans les compétitions. Ce fut le cas en 1896, en 1900 pour partie, en 1904 aussi à Saint-Louis. Les professionnels sont représentés à tel point que, par exemple, les frères Doherty à Paris en 1900, mais aussi à Londres en 1908, ce sont des faux amateurs que le CIO en vient à imaginer même dès 1911 de ne plus rendre le tennis comme sport obligatoire aux Jeux olympiques. On peut rapporter cela à l'enquête que le CIO reçoit au même moment du journal anglais Sporting Life, qui lui propose de finalement découvrir que les réalités du sport international sont largement celles d'un sport qui s'est professionnalisé. Et le CIO va finalement faire un exemple du tennis et l'exclure pour menacer les autres d'un même type d'exclusion. Avant la Première Guerre mondiale, on a par exemple le Français Max de Cugis qui est suspendu 6 mois pour fait de professionnalisme. Et les tensions ne vont cesser de croître jusqu'à la Grande Guerre et en sortie de Première Guerre mondiale. Les joueurs sont souvent aussi très mécontents de l'organisation du tournoi olympique, qu'ils jugent de moins bonne qualité que ceux de Wimbledon ou les internationaux de France ou encore une fois les championnats des États-Unis. Ces dissensions sont réactivées à l'occasion des Jeux d'Anvers en 1920, et il n'est pas étonnant que la Fédération internationale de lawn tennis soit au premier rang en 1921 des fédérations internationales qui se rebellent contre le CIO. Et puis de leur côté,
dans ces années 1920, les joueurs professionnels ne sont pas en reste, puisqu'ils sont tout occupés à une coupe Bristol du côté de la Côte d'Azur qui réunit les meilleurs joueurs professionnels du monde. Le grand Big Bill Tilden a d'ailleurs annoncé en 1924 sa décision, à savoir de démissionner de l'équipe américaine de Coupe Davis pour rejoindre le circuit professionnel, et il le rejoindra définitivement en 1928. La situation s'est donc envenimée avec le CIO, qui réclame même que la Fédération internationale de lawn tennis annule et la Coupe Davis et les plus grands tournois durant l'année des Jeux Olympiques. C'est tout à fait inacceptable. De son côté, la Fédération internationale de tennis fait monter les enchères et finalement, la décision est prise par le Français Albert Canet, qui préside cette Fédération internationale de lawn tennis, de se retirer des Jeux Olympiques. Au même moment, d'ailleurs, les membres du CIO décident de s'en débarrasser. Il faudrait, pour bien comprendre cette histoire, aller au-delà et regarder ce qui se passe aussi du côté des équipementiers, notamment américains comme Spalding, britanniques comme Slazenger ou même Dunlop, pour savoir ce qui se joue d'un point de vue économique derrière ces négociations et cette rupture. Toujours est-il, le tennis professionnel se développe dans les années 1930, notamment aux États-Unis, et puis il rebondit après la Seconde Guerre mondiale autour de Jack Kramer d'abord, et puis d'un autre dirigeant du tennis américain qui veut faire tout son miel de ces compétitions. Il s'agit de Lamar Hunt. Donc les années 1945-1968 sont tout à fait des années empoisonnées et concurrentielles entre le tournoi olympique qui n'existe plus et la Fédération internationale de lawn tennis qui essaie de maintenir à bout de bras la Coupe Davis, et les grands clubs, les grands tournois qui maintiennent l'amateurisme contre vents et marées. Et tout cela finit par éclater en 1968. C'est la fin de l'ère Open et c'est le début finalement de négociations pour un retour du tennis aux Jeux Olympiques. L'idée du côté de l'Italien Giorgio Stefani, qui préside la Fédération internationale de lawn tennis, c'est de pouvoir finalement déstabiliser le monde professionnel en passant alliance avec le CIO. Et du côté du CIO, les années 1970 sont des années de grande réflexion avec l'arrivée du sponsoring télévisuel et la perte aussi d'audience des Jeux Olympiques, l'idée étant peut-être d'intégrer désormais les compétiteurs professionnels. Tout cela se déroule par étapes, mais on peut considérer qu'en 1977, l'élection du Français Philippe Chatrier à la tête de la Fédération internationale de tennis et celle de Juan Antonio Samaranch à la tête du CIO en 1980 vont permettre une accélération des négociations. On entre à ce moment-là dans l'ère du sponsoring pour le CIO, des marques qui sont les marques fétiches du CIO, et à l'issue de plusieurs congrès, la décision est prise d'accueillir les joueurs de tennis professionnels de moins de 21 ans dans un premier temps, puis en 1987 d'autoriser les joueurs professionnels de plus de 21 ans à participer au nouveau tournoi olympique qui est prévu à Séoul en 1988. Du côté de la Fédération internationale de lawn tennis, pour sécuriser la Coupe Davis et la Federation Cup des joueuses, eh bien, il faut rendre comme condition d'éligibilité aux compétitions olympiques, il faut rendre obligatoire la participation aux compétitions entre nations. On a donc assisté en 1988 à Séoul à un retour des Jeux olympiques. Il y avait eu des tentatives avant à Los Angeles, par exemple, en 1984, qui avaient montré tout l'intérêt des téléspectateurs pour la compétition de tennis. Et bien désormais, le tennis a fait son grand retour aux Jeux olympiques. Pour sauver finalement ce tournoi olympique et le renforcer, on va attribuer des points ATP à l'occasion des Jeux olympiques de Pékin et de Londres en 2008 et 2012, parce que les meilleurs joueurs professionnels, finalement, ne participent pas nécessairement au tournoi olympique. Et au final, on aboutit en 2018 à la cession par la Fédération internationale de tennis de la Coupe Davis à une société privée, Cosmos, Coupe Davis a finalement disparu du paysage du sport international, et on se retrouve dans cette situation tout à fait paradoxale
où finalement c'est le tournoi international entre nations, en l'occurrence entre équipes nationales et joueurs nationaux olympiques de tennis, qui fait figure de grandes compétitions, alors que la Coupe Davis elle-même a disparu. D'une certaine manière, le tournoi olympique de tennis, qui est une redécouverte depuis Séoul 1988, aura finalement sauvé la tradition du tennis entre nations, alors que la grande dynamique du tennis depuis la fin du 19e siècle, c'était une dynamique de laquelle les maillots nationaux étaient absents, où des joueurs professionnels entraient en rivalité les uns avec les autres, et on annonce pour Paris 2024 à nouveau les meilleurs joueurs de tennis à ce tournoi de prestige. Voilà donc comment le tennis est sorti de l'histoire olympique et est revenu en servant de cheval de Troie finalement à tous les autres sportifs professionnels et sportifs professionnels qui y figurent désormais. À très bientôt pour d'autres histoires olympiques.